Bonjour. Voilà, comme cela vient d'être dit, je viens d'un pays, j'ai été en prise et je le reste avec une situation politique qui a ceci de spécifique, c'est d'avoir été dans en première ligne de la crise européenne de ces dernières années. Crise européenne qui concerne bien sûr le type de politiques qui sont mises en œuvre contre les populations, mais aussi en première ligne de la dite crise des migrants de 2015 et qui bien entendu se poursuit sous des formes différentes et qui d'ailleurs est loin d'avoir commencé en 2015. Je vais donc vous présenter quelques réflexions sur quelques aspects de cette crise dans la mesure où ils concernent l'Europe, l'Union européenne et plus particulièrement la Grèce et ce qui s'y passe. Alors, ma première réflexion concerne un sujet qui, je crois, est devenu beaucoup plus visible ces dernières périodes, mais qui est loin d'être une réalité récente, c'est celui de la Méditerranée comme un cimetière liquide. Je vais donc commencer par quelques chiffres. Le premier est que ces dernières années, dans le nombre total de migrants qui meurent sur les routes des migrations, la moitié, et sans doute même davantage, le sont en Méditerranée. Et la courbe nous dit ceci. Entre 1993 et 2012, selon des estimations, bien sûr, qui sont sans doute des chiffres qui correspondent à des chiffres sous-estimés, on évalue à près de 15 000 le nombre de migrants qui sont morts sur les routes. Et à partir de 2012, ces chiffres ont continuellement augmenté. Geneviève Garrigos l'a dit, en 2015, on était environ à 3 800, pour à peu près 1 million de personnes qui sont entrées essentiellement par la route dite orientale, c'est-à-dire le passage, si vous voulez, entre la Turquie et la Grèce, pour aller vite, et les Balkans. Cette année est l'année la plus meurtrière, car ce chiffre est déjà dépassé. Il a déjà été dépassé en octobre, en réalité, avec un flux, si je peux utiliser ce terme tout à fait inadéquat, pour des raisons qui ont été dites, qui est le tiers de celui de l'année dernière. C'est-à-dire on a un taux de létalité qui a triplé, en fait, en un an. Et les chiffres, en réalité, à partir de 2011, sont supérieurs tous les ans à 2500 puis 3000 morts en Méditerranée. Alors, que nous disent ces chiffres? Essayons de réfléchir un peu justement sur leur signification. Premièrement, je l'ai dit, ces chiffres sont en progression quasi continue. Ils ne reculent presque jamais, mais il y a des paliers successifs, si vous voulez, qui sont franchis au cours de ces 2 dernières décennies. Alors, à partir de l'an 2000, par exemple, on a franchi le palier des 500 migrants morts en Méditerranée. À partir de 2003, 2000, et à partir du premier pic de 2006-2007, celui des 2000 par an, pour atteindre les chiffres que je viens de mentionner. Alors, qu'est-ce à dire? Bien, c'est à dire ceci de très simple, déjà, c'est que la mise en place de ce qu'on appelle l'Union européenne, comme un espace européen intégré, ce qui signifie 2 choses, qu'on a assoupli les frontières intérieures, mais simultanément et à condition de considérablement renforcer, rigidifier les frontières extérieures, eh bien, a abouti à un mécanisme de mise à mort, à un mécanisme létal. Il y a ce mécanisme létal comporte plusieurs aspects qui ont ceci de particulier, c'est qu'ils sont partie prenante et qui sont même au fondement précisément de ce projet d'intégration européenne. Alors, les pièces de ce dispositif s'appellent Schengen, à partir des années 90, s'appelle gestion du droit d'asile au niveau européen, qui va de pair évidemment avec une législation de plus en plus restrictive au niveau national. Geneviève Garrigos a parlé des accords de Dublin, qui ont été temporairement suspendus dans le cas de la Grèce et qui maintenant viennent d'être réinstaurés. Alors les accords de Dublin, vous savez, ça oblige les migrants à demander l'asile uniquement à partir dans le pays de première arrivée en Europe. Et s'ils sortent de ce pays,
ils peuvent être réexpulsés vers le pays justement d'arrivée, où ils ont été identifiés et où leur demande a été déposée, et souvent à partir de ce pays vers le pays d'origine. Et ça va de pair, bien sûr, avec la mise en place d'une surveillance à la fois physique. C'est tout le travail que fait cette gentille agence européenne qui s'appelle Frontex, qui ressemble de plus en plus à une gestion militarisée, en fait, des frontières, et avec la mise en place d'un système de surveillance électronique de plus en plus perfectionné aux frontières. Alors tout ceci dessine la configuration de ce qu'on a l'habitude de nommer la forteresse Europe. Et cette forteresse Europe nous dit ceci de très, à mon avis, clair, hein, c'est que la mise en place d'une entité qui, au niveau interne, verrouille les politiques néolibérales et vide de tout contenu la notion de démocratie, la notion de contrôle populaire, va évidemment de pair avec la mise en place d'un ensemble impérial, d'un ensemble dominateur, d'un ensemble qui n'hésite pas à diviser les populations en une humanité et une sous-humanité. Car bien entendu, le fait même que toutes ces morts aient pu survenir en silence, et en général en n'identifiant même pas ces morts, ce sont des morts invisibles, présuppose et impose à la fois la déshumanisation, bien sûr, des victimes. Ce qui signifie que la construction européenne, loin d'aboutir à un quelconque progrès par rapport à la logique des États-nations, n'a fait que construire un appareil de déshumanisation, donc de racisation, car c'est par la racisation, évidemment, que cette déshumanisation opère et que la pleine humanité n'est reconnue qu'aux Européens, blancs, citoyens ou résidents, en tout cas permanents, de cette Union européenne. Alors, ma deuxième réflexion consiste à approfondir, si vous voulez, un peu cette notion de forteresse Europe. Car elle n'est pas si simple qu'elle en a l'air. En fait, il n'y a pas une division simple entre un intérieur et un extérieur. Il ne faut pas concevoir cette forteresse Europe, si vous voulez, comme simplement un mur infranchissable, même si, évidemment, on va de pair avec la multiplication de murs et de barrières. C'est une forteresse, et on le sait depuis déjà les forteresses de type ancien, si vous voulez, c'est pas simple mur, c'est tout un système complexe en réalité de fortification avec des avant-postes, avec des points de passage, avec des portes qui s'ouvrent et se ferment de manière sélective. Et c'est dans cette sélectivité en fait que se trouve la logique profonde de fonctionnement de cette forteresse Europe. Cette sélectivité signifie qu'on met en place un système de gestion hiérarchisé de ce qu'on appelle les flux, hein, c'est-à-dire des populations. Et la hiérarchisation a bien entendu est totalement indissociable des processus de déshumanisation et de racisation dont j'ai parlé auparavant, qui opèrent par le classement précisément des populations qui entrent, qui sortent, qui résident ou qui ne résident pas, qui sont autorisées à entrer, qui sont autorisées à résider, qui sont reconnus ou pas comme citoyens, en une multitude de catégories. Et là, les mots sont importants. Il y a bien sûr les réfugiés, il y a les migrants, mais il y a les bons et les mauvais migrants. Hein. Les réfugiés sont, disons, la catégorie supérieure des migrants, mais évidemment, parmi les réfugiés ou ceux qui aspirent à l'être, il y a toute une hiérarchisation qui s'établit. Hein. Bien sûr, les Syriens sont un peu moins mal vus que les autres, mais bien évidemment, en fonction du pays de provenance, en fonction de la couleur de peau, il y a toute une hiérarchisation à l'intérieur de ce sous-ensemble. Mais bien sûr, il y a les migrants qu'on appelle les migrants pour des raisons économiques. Alors là, par contre, là, il n'y a pas de discussion possible. Ça, c'est vraiment des migrants contre lesquels il faut se prémunir absolument. Ils correspondent à la figure du clandestin, qui est une véritable menace, comme chacun sait, pour nos sociétés. Donc, cette logique de hiérarchisation et de déshumanisation trace une ligne de démarcation claire hein, entre un intérieur et un extérieur, mais elle divise aussi et elle hiérarchise profondément à l'intérieur de l'espace européen. D'ailleurs, il faut bien voir, si vous voulez, que, et c'est la logique par exemple des accords de Dublin, on sous-traite ou on réserve la gestion ou l'exposition directe à cette question des migrants aux pays de la périphérie européenne, et notamment de la périphérie sud.
qui, comme par hasard, est aussi la périphérie qui est la plus touchée par les effets des politiques d'austérité et des thérapies de choc qui ont été imposées ces dernières années. Secondairement, les pays de l'Est européen. Mais, donc, il y a des Européens, des blancs, des Européens de première et deuxième catégorie. Donc, on va laisser les Européens de deuxième catégorie se débrouiller avec les non-humains, les sous-humains qui essayent d'entrer en transformant précisément les pays de la périphérie européenne en trappe à migrants. Et c'est bien entendu exactement ce qui est arrivé à la Grèce avec l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Mais la réalité est encore plus complexe que ça, parce que Geneviève Garrigos l'a dit. L'Union européenne ne cesse de multiplier les accords avec les pays limitrophes. De l'autre côté, si vous voulez, de la Méditerranée, en profondeur, même jusqu'au continent africain. Elle a parlé de la Mali, elle a parlé du Mali, du Niger, de l'Afghanistan. Donc, si vous voulez, on a affaire à un espace pour lequel la sécurité européenne et tous ces dispositifs qui se construisent autour des migrants commencent au Mali, au sud du Sahara, continuent au Niger, continuent vers la quasi-totalité du Moyen-Orient et jusqu'à l'Afghanistan, et bien entendu continuent vers l'Est pour se terminer, je ne sais pas, vers les frontières nord de l'Union européenne. Donc c'est tout cet espace avec tout un système de gradations multiples, de barrières, de murs, de systèmes qui régulent, empêchent, classent, hiérarchisent en permanence le passage. C'est ça la véritable logique de la forteresse européenne. C'est à ça qu'il faut s'affronter, c'est ça qu'il faut analyser en termes politiques, et c'est contre ça précisément qu'il faut se battre d'une manière adéquate. Alors, je vais terminer par quelques remarques qui concernent la Grèce. Alors, j'ai déjà dit, la Grèce se trouvait aux avant-postes de cette double crise, de la crise sociale, de cette véritable guerre qui a été menée contre la population grecque et qui a conduit à un désastre sans précédent pour un pays d'Europe dite occidentale depuis les années 30, et de cette crise de migrants de 2015, car du fait de son positionnement, il s'est trouvé être la principale porte d'entrée à ces migrants qui viennent essentiellement du Moyen-Orient et de l'autre côté de la Méditerranée. À noter, et je crois que vous l'avez compris par les chiffres que j'ai mentionnés auparavant, que même si toutes ces routes intra-méditerranéennes sont dangereuses, celle dite de l'Est est celle qui est le moins, malgré le fait que depuis 2009, le gouvernement grec précédent, le gouvernement de droite de Samaras, a construit le fameux mur autour de la rivière Évros, qui a bloqué en fait le seul point sécure de passage, car un point de passage terrestre, en réalité, entre la Turquie et la Grèce, obligeant en réalité les populations à emprunter la voie maritime, ce qui conduit immanquablement, inévitablement, de façon absolument prévisible à cette hécatombe en termes de victimes. Mais vous le savez aussi, sans doute, la Grèce a été synonyme à un temps, d'un espoir, et cet espoir, c'était l'arrivée d'un parti de la gauche dite radicale, comme Syriza, dont la promesse était d'en terminer avec ces politiques d'austérité et par la mise sous tutelle du pays, précisément par l'Union européenne, sous les auspices de la Troïka. Mais Syriza est aussi un parti, un mouvement politique qui avait des liens historiques avec les mouvements antiracistes et les mouvements de solidarité avec les migrants en Grèce, et qui s'était opposé avec constance à la politique de la forteresse Europe telle qu'elle avait été mise en place à la fois au niveau européen et par les gouvernements grecs qui l'avaient précédée. Malheureusement, vous le savez, cet espoir a été floué. Et ce à quoi on a assisté, précisément cette année terrible 2015, c'est à une double capitulation du gouvernement grec. Capitulation devant la Troïka, devant les créanciers de la Grèce, signature d'un troisième mémorandum qui poursuit et aggrave en réalité les politiques d'austérité et la politique de mise à sac en réalité du pays par ses créanciers. Et capitulation aussi sur le front des migrants, ce qui, entre parenthèses, apporte un démenti, si besoin était, aux gens qui pensent qu'il est possible de capituler sur l'agenda social et de sauver la face et de se donner un visage de gauche
pour la politique, dans les politiques des droits des migrants, des droits de l'homme, etc. Quand on capitule pour le premier, on va capituler inévitablement pour le second, surtout qu'en réalité, c'est le même mécanisme qui impose les deux, à savoir le mécanisme de l'Union européenne elle-même. C'est ainsi que Syriza s'est transformé le gouvernement d'Alexis Tsipras, en meilleur défenseur de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Un accord effectivement de la honte, pour les raisons que Geneviève Garrigos a expliquées. Il bafoue complètement toutes les conventions européennes et ridiculise la notion de droit d'asile. Et il a transformé la Grèce en trappe à migrants. Il y a 60 000 migrants qui se trouvent à l'heure actuelle en Grèce. Et il faut dire, Geneviève Garrigos l'a dit, mais je voudrais insister là-dessus, que les centres ouverts qui existaient avant cet accord ont été transformés en centres fermés, c'est-à-dire en centres de détention. Donc ceux qui se trouvent sur les îles, ils restent piégés dans des conditions qui sont absolument inacceptables, et ceux qui se trouvent sur la Grèce continentale se trouvent également piégés dans des conditions qui sont à peine moins mauvaises. Car l'État grec se trouve dans un état de déliquescence et d'incurie complète, ne fait rien, sous-traite entièrement la question de l'accueil des migrants à des ONG, et opère évidemment un tri sélectif parmi ces ONG, entre les ONG dites amicales, institutionnelles, celles qui veulent collaborer avec l'appareil d'État, en excluant d'autres ONG et surtout les réseaux politiques de solidarité avec les migrants, qui désormais sont montrés du doigt et stigmatisés car instigateurs précisément, comme Oussam, comme Oussam nous l'a dit à propos de la France. Je pourrais transposer mot pour mot ce qu'il a dit pour la situation française dans le cas de la Grèce. Donc que faire par rapport à ça? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est désobéir, tout simplement. Il faut désobéir, bien sûr, à ces institutions et à ces traités européens et rompre avec eux. Si on veut avoir le moindre espoir de renverser le type de politiques qui sont mises en œuvre sur le plan économique et social, et il faut désobéir aussi à tout ce dispositif, à la fois de traités juridiques et à ces mécanismes concrets, matériels, mis en place, qui conduisent à l'oppression généralisée des populations et à l'exclusion des rangs de l'humanité de toute une catégorie précisément d'humains qui cherchent à arriver ici. C'est la tâche, bien sûr, personne n'est de trop pour mener ces tâches, c'est la tâche des mouvements sociaux, c'est la tâche d'organisations qui travaillent sur ce terrain, c'est aussi, et je veux le souligner, la tâche de toute gauche qui se veut digne de ce nom, de la gauche de combat, c'est qui refuse précisément la capitulation devant la logique des puissances, c'est qui refuse la logique de l'impérialisme et de la guerre, c'est qui refuse le racisme sous toutes ses formes, et notamment le racisme islamophobe. Et je dois vous dire ici, pour terminer quand même sur une note positive, que dans cette situation très dure, très difficile qui a été celle de la Grèce pendant ces dernières années, où énormément de gens qui ont été dans les premières lignes de la bataille, des mobilisations pendant ces dernières années sont démoralisés, sont en plein désarroi, se demandent comment il faut faire pour reconstruire, eh bien on a quand même rencontré, on pouvait rencontrer des militants, des gens qui étaient sur le terrain, qui avaient le sourire. Et c'était ceux qui étaient le plus impliqués justement dans le travail de solidarité avec les migrants. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti la solidarité de la population avec eux, la solidarité de la population grecque, la solidarité des gens ordinaires, la solidarité des gens qui venaient dans le port du Pirée. Le port du Pirée, tout autour, est entouré des quartiers les plus populaires, les plus pauvres et les plus victimes d'ailleurs de la crise. Et c'est ces gens de ces quartiers qui venaient tous les jours apporter un écho parfois totalement symbolique, en disant que c'est précisément ceux qui pouvaient apporter pour un tant soit peu soulager la situation des gens qui étaient littéralement abandonnés à même les docks et les quais des ports du Pirée. C'est également ce qui se passe à l'heure actuelle lors d'expériences limitée mais extrêmement importante sur le plan symbolique et d'ailleurs aussi sur le plan matériel. Je pense notamment à des espaces occupés comme le City Plaza par exemple à Athènes, qui sont aussi des espaces pour une part essentielle autogérés par les migrants eux-mêmes. Car Oussam l'a dit auparavant, pour penser en termes politiques, penser en termes militants, cette question, ça veut dire viser le soutien populaire, mais ça veut dire aussi considérer les migrants
pas comme des victimes, mais comme des sujets, c'est-à-dire comme des gens qui essayent de prendre en main précisément leur propre destin. C'est donc notre devoir, notre perspective, de continuer précisément ce combat-là, quelles que soient justement les circonstances et partout où nous nous trouvons. Merci. Ça, c'est vraiment